le plus utilisé. C'est grâce à ce savoir-faire ancestral que les Savoyards sont encore réputés aujourd'hui pour la qualité de leur salaison. Ils sont bien bons, là, ils réussissent ce qu'ils ont fait. Puis toi qui m'as caché les boyaux. André qui a fait un bon assaisonnement, là, c'est bien là. Il a pu souffler dedans avant, non? Ah bon, ben d'accord. Transmis jusqu'alors de génération en génération, la fabrication d'un râteau à foin ne s'invente pas. Encore faut-il savoir choisir le bois, ajuster les différents éléments avec adresse pour que l'outil soit efficace. Manier l'herminette en creusant régulièrement un tronc afin de réaliser une gouttière n'est pas à la portée de tout le monde. Une longue pratique est avant tout nécessaire. Voici la fabrication d'un objet très particulier. Le casse-cou, appelé aussi bennette. Il servait à remonter du bas vers le haut la terre des champs et empêcher ainsi le ravinement. On utilisait également cet outil pour répandre le fumier, porter des pierres ou du bois de chauffage. Il fallait souvent être deux. Avec l'aide d'une poulie puis d'une corde, celui qui descendait pouvait ainsi tirer l'autre. On trouve cet objet également dans le Beaufortin sous le nom d'arèche, alors qu'en plaine, dans le vignoble, pour les mêmes travaux, on utilise la hotte proprement dite, soutenue par une courroie. L'attelage des chevaux, au collier d'épaule, était fort répandu dans les Alpes du Nord, et les foires de Taninges, Morzine ou Thônes avaient acquis une grande réputation dans l'élevage du cheval de trait. Aujourd'hui subsistent dans certaines vallées quelques derniers attelages traditionnels voués malheureusement à disparaître. Malgré l'absence de machines sophistiquées, ces traditions artisanales atteignaient un degré de technicité relativement élevé. La façon de faire une seille à traire ou une baratte à beurre ne demande que quelques heures, sans compter la collecte de la matière première. Tronçons d'épicéa pour les douves et le fond, branches d'épicéa pour les cercles. Le procédé de cerclage filmé ici, constitué par une lame plate percée d'un trou dans lequel vient s'insérer la tête de la partie opposée, exige des bois spécialement préparés. C'est une technique presque disparue. Joseph Cornier avait 96 ans lorsqu'il a fait devant notre caméra son dernier berceau. Il savait utiliser au moins 3 sortes de bois, du poirier, de l'orme et pour les arceaux, du frêne. Ces berceaux que l'on décorait de rubans et de fleurs servaient d'abord le jour du baptême. De chaque côté, 4 taquets permettaient d'entrecroiser des bandes de toile ou des attaches pour maintenir le bébé sur sa couche. On emmaillotait les nourrissons jusqu'aux épaules et on avait pour habitude de beaucoup les bercer avec le pied ou à distance, à l'aide d'une cordelette. Dans chaque village, il y avait toujours quelqu'un qui savait travailler le bois pour fabriquer des berceaux. Joseph était le dernier détenteur de ce savoir-faire dans la région de Bellevaux.
les forgerons et les taillandiers avaient dans nos villages une grande importance, et nous avons eu la chance de rencontrer Émile Mogenier, qui a bien connu cette époque. Alors, la forge a été construite en 1793 par mes grands-parents. Elle est alimentée par un petit ruisseau qui prend sa source un peu plus haut. Il fait alimenter au moins plus d'une douzaine de petits ateliers. En parlant des diamantaires, des forgerons, des taillandiers, il y en a qui ferraient les chevaux aussi. C'était pas du moderne, mais enfin c'était quand même rentable, quoi. Et c'était non polluant, il n'y avait pas les acides qui se déversaient dans le ruisseau et tout ça. On avait inventé l'écologie avant notre temps maintenant. Le martinet, sorte de marteau géant actionné par la force hydraulique, apparaît en Europe au XIIIe siècle. L'eau du torrent qui actionne cette fois une roue en fer fait tourner un arbre à cames qui élève de lourds marteaux. Cet instrument a constitué un progrès décisif dès le Moyen Âge. Il est devenu l'instrument de base des premières fabriques. On faisait aussi des chapuis, des enclumes pour battre la faux, pour la campagne, quoi. Des béchards, on appelait ça aussi des commandes pour les bûcherons quand ils allaient chercher les bois avec les chevaux, qui plantaient dedans le sapin, puis il y avait une boucle, ils accrochaient le cheval dedans, puis ils les traînaient. En moyenne, un bon taillandier, quand il avait fait 3 haches par jour, c'était au bout du monde. Les deux départements de la Savoie comptaient à la fin du siècle dernier 155 martinets en service. Aujourd'hui, un dernier atelier fonctionne toujours pour le compte des vignobles du Haut-Rhône. Émile a fait fonctionner son atelier une dernière fois pour les besoins du film. Et c'est, il faut bien l'avouer, avec un certain regret que nous le quittons. Nos recherches en quête de personnages intéressants nous ont permis également de rencontrer au bord d'une de nos rivières un orpailleur. Cette activité est loin d'être lucrative et ne se perpétue aujourd'hui que grâce à quelques amateurs éclairés. Oh oui, la recherche de l'or remonte à très longtemps. C'était notamment vers 1800, par là, c'était très connu et très... Il y avait environ 25 personnes qui cherchaient de l'or dans le Chéran, par exemple. Dans le Rhône, du côté de la Roche de Glun, il y a l'Arve qui a fourni pas mal d'or. Chercher de l'or, c'était un complément aux mortes saisons, quoi, où ils ne travaillaient pas leur terre. Ils cherchaient de l'or pour nourrir leur famille. Ça leur faisait un apport qui était appréciable. Les méthodes n'ont pas changé, mais ils travaillaient avec des petites rampes de lavage bien étudiées et qui fonctionnaient très bien. C'est à peu près la même chose que j'emploie là. Au lieu d'employer une moquette au fond de la rampe, ils employaient les peaux de mouton, oui, mais c'est ce qui revient exactement au même, puisque le nylon n'existait pas à l'époque. Hein. Ils servaient de peaux de mouton. Et il les plaçait aussi à certains endroits dans des trous pour attendre qu'il y ait une crue. Et ils venaient après la crue, ils venaient ramasser leur peau de mouton, ils les battaient, ils récupéraient l'or. La recherche de l'or dans les Alpes n'a rien de comparable avec les concessions des Garín Paíros d'Amérique du Sud. Mais il est toujours possible de rêver et d'espérer un jour la pépite qui fera de vous un autre homme. Heureusement, la fièvre de l'or n'a pas encore gagné nos rivières et la pratique de la pêche à la truite est de loin l'activité la plus répandue. Les Savoyards utilisent des méthodes qui pourraient surprendre les pêcheurs venus d'autres régions. L'usage d'un verron mort
armés d'une monture d'hameçon, appelée monture à la bohémienne, nous rappelle que ce sont les tziganes qui importèrent les premiers cette pratique dans les Alpes. Notre ami Bob est certainement l'un des meilleurs praticiens de cette technique dite de la pêche à la dandine, spécifique des départements de Savoie et du Jura, où l'on utilise un cadre de bois en guise de moulinet. C'est seulement après bien des années d'expérience qu'un pêcheur confirmé pourra leurrer les truites sauvages. Les usagers de la rivière nous interpellent sur la qualité de nos cours d'eau. Il serait grand temps d'y prendre garde avant que ceux-ci ne deviennent des égouts à ciel ouvert. Des terrias mon soiton, y'a rank ton bac des raves, sta will ransignolet. Des terrias mon soiton, y'a rank ton bac des raves. Ça là les ramassa, ça trova des satagnes, sta will ransignolet. Ça là les ramassa, ça trova des satagnes. Lou puera si vont le boué, et lou omra clia vont sta will ransignolet. Lou puera si on le boué, et lou omra clia vont. Les fmaletions azo, et les polailles fait là vont sta will ransignolet. Les fmaletions azo, et les polailles fait là vont. Il y avait des mousses sur le plomb-ci, qui s'écrivaient de rire, sta will ransignolet. Il y avait des mousses sur le plomb-ci, qui s'écrivaient de rire. Oui, il n'y en a pas, mais il y a tout. La culture du chanvre était fort répandue. C'était une culture très soignée, présente dans la plupart des exploitations, même en altitude. Le chanvre, après sa récolte, était laissé à rouir ou naiser, c'est-à-dire laissé sur le champ à noircir. Le chanvre rouille mieux à la rosée de septembre, disait-on. Puis on entreposait la filasse dans la grange avec le foin, après en avoir soigneusement enlevé l'écorce. On parlait alors de monder ou tailler le chanvre. Les fibres de bonne qualité formaient l'étoupe pour fabriquer l'étoffe et les autres, les bargeons, servaient aux cordes. 2 liens de chanvre formaient un cordon ou véton, puis 4 vétons, une corde, que l'on tressait à l'aide d'un maillot et de la planche à trous tournée à contresens. Cette technique de tressage d'une corde en chanvre a pratiquement disparu et il est difficile aujourd'hui d'assister à une telle scène. Dans nos montagnes, les techniques de labour suivirent une lente évolution. C'est seulement à la fin du siècle dernier que sont apparus les charrues à versoir mobiles, du type tourne-oreille, pouvant labourer à l'aller et au retour de l'attelage. Malgré l'évolution des techniques modernes, certains y restent encore fidèles car elles assurent un travail plus soigné,